Étienne Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur de recherche au CEA. Après les annonces faites au CERN en juillet 2012, peut-on dire que l'on a vraiment trouvé le boson de Higgs? Et en quoi s'agit-il d'une révolution en physique? Alors ce qui est sûr, c'est qu'on a découvert au CERN une nouvelle particule. On a vu un signal très net qui a provoqué l'annonce faite le 4 juillet dernier au CERN disant qu'on avait découvert une nouvelle particule. Et les propriétés de cette particule qu'on a pu identifier sont compatibles avec l'idée que cette particule serait le boson de Higgs. Particule qu'on a prédite il y a plusieurs décennies et dont les caractéristiques physiques sont bien déterminées. Alors simplement, on n'a pas mesuré une grandeur qui est fondamentale qui s'appelle le spin. Le spin, ça correspond à une espèce de rotation de la particule sur elle-même. Et si la particule découverte là, c'est bien le boson de Higgs, son spin doit être égal à 0. C'est-à-dire que c'est une particule qui ne tourne pas. Or, on n'a pas mesuré cette quantité, et donc on n'est pas absolument certain qu'il s'agisse du boson de Higgs tel qu'on l'attendait. Et donc il y a encore des mesures à faire, il faut ce qu'on appelle, comme on dit, accumuler de la statistique pour mesurer cette grandeur. Et une fois qu'on l'aura obtenue, on pourra dire que c'est vraiment le boson de Higgs. Est-ce que c'est une révolution en physique? Alors, toute découverte est une sorte de révolution. Mais en l'occurrence, cette particule était prédite depuis très longtemps par les théoriciens. Elle était même insérée dans ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui est un formalisme qui permet de décrire les interactions que subissent les particules. Donc la particule était déjà dans les équations, et donc le fait de la découvrir est une prouesse des physiciens. Il a fallu construire une énorme machine, faire collaborer des milliers de personnes partout sur la planète, mais ce n'est pas une révolution de la physique, puisque précisément l'existence et les caractéristiques de cette particule étaient déjà connues, puisque les théoriciens avaient dit quelles devaient être ses propriétés pour permettre de comprendre comment les particules élémentaires ont acquis leur masse dans l'univers primordial. Donc c'est une particule qui a un rôle très très important, au sens où c'est par elle que les autres particules que nous connaissons, les électrons, les quarks, etc., ont acquis leur masse. Si c'était prévisible, en quoi était-il nécessaire de faire travailler des milliers de chercheurs, d'investir des milliards d'euros? Parce que la physique, c'est une science expérimentale. Donc vous pouvez toujours faire des hypothèses à l'infini, mais à un moment, il faut savoir si ces hypothèses sont les bonnes ou pas. Et pour le savoir, il faut faire des expériences qui nous disent ce que la nature pense de nos hypothèses. On peut se tromper. L'imagination très fertile des chercheurs peut les conduire dans des impasses. Et donc peut-être que les idées qu'avaient eu ces théoriciens dans les années 60, disant il doit exister une particule correspondant à un champ partout présent dans l'univers, auquel les particules sont couplées, et c'est ce couplage qui leur donne leur masse, cette hypothèse qui était d'ailleurs assez audacieuse, devait être confirmée par des mesures. Simplement, c'est un réel qui est extrêmement lointain, et pour y accéder, il faut disposer d'énergie très très grande, qui nécessite des grandes machines et des collaborations très nombreuses. Et donc, je dirais moi que la distance qui sépare les deux petits articles annonçant le boson de Higgs, qui ont été publiés en 1964, c'est des articles d'une page et demie de calcul. Calcul assez simple d'ailleurs. Donc c'est petitesse de la taille des papiers et monstruosité des appareillages, des instruments qu'il faut fabriquer et mettre en service pour accéder à la vérification des hypothèses qui sont dans ces petits articles. L'écart entre les deux, entre la petitesse du papier et la monstruosité des appareils, mesure l'éloignement du réel qu'on était en train de sonder en physique des particules. L'éloignement par rapport au réel tel qu'il se donne à nous dans la vie courante. Vous évoquez encore une incertitude. Pour qualifier cette particule de boson de Higgs, quelles sont les prochaines étapes? La première chose à faire, c'est de caractériser complètement cette particule et de voir si elle est conforme aux prédictions. C'est-à-dire, est-ce que c'est le boson de Higgs standard de nos équations? Ou est-ce qu'il y a une petite différence? S'il y a une petite différence, il faudra voir ce que ça implique. D'autre part, il se pourrait qu'il y ait plusieurs sortes de bosons de Higgs, avec des charges différentes. Donc il faut trouver les éventuels partenaires de la particule qu'on vient de découvrir. Et ensuite, en physique, des particules, il y a d'autres questions qui sont posées. Par exemple, à propos de la matière noire. Il y a une matière qui agit sur les galaxies dans l'univers. C'est une matière qui n'émet pas de lumière, mais qui agit gravitationnellement. On l'appelle la matière noire. De quoi est-elle faite? On n'en sait rien. On a des hypothèses. Et parmi ces hypothèses, il y a l'idée que cette matière noire pourrait être constituée de particules très massives qu'on n'a encore jamais pu détecter et que le LHC pourrait permettre de voir évidemment si elles existent. Et pour avoir plus de chances de les découvrir, on va arrêter la machine pendant 2 années, changer les connexions entre les aimants
supraconducteurs de la machine, pour pouvoir mettre dans la machine des protons qu'on accélérera à des énergies plus élevées que celles qu'on a actuellement. On va doubler l'énergie des faisceaux en fait. Et à partir de 2014, on pourra reprendre les expériences et avoir accès à une plage d'énergie plus large que celle qu'on a aujourd'hui, et donc augmenter nos chances de découvrir de nouveaux objets, de nouvelles particules, grâce à ces collisions. Donc le LHC va permettre de répondre à toutes les interrogations? Pas toutes, parce qu'il y a beaucoup de questions en physique auxquelles on ne sait pas répondre et auxquelles cette machine-là ne pourra pas répondre. Mais on pense qu'on va avoir avec le LHC une fenêtre, une sorte d'ouverture sur l'univers de l'infiniment petit, qu'on n'avait jamais eu. Et donc s'il y a des choses à voir dans ce domaine-là, on pourra les voir grâce à cette machine. Et donc l'imagination des physiciens théoriciens étant très fertile, comme je l'ai dit, ils ont beaucoup d'idées. Toutes ces idées ne peuvent pas être justes, au sens où la nature peut en avoir pris certaines, mais pas d'autres. Et le but du LHC, c'est de tuer les mauvaises idées que nous avons. Parmi toutes celles qui ont été formulées, quelles sont celles que la nature a retenues, quelles sont celles que la nature n'a pas eues ou a rejetées. C'est ça la mission principale du LHC, c'est de nous donner des indications sur les bonnes pistes théoriques qu'il faudra suivre pour essayer de fabriquer une physique qui décrive l'univers à des énergies qui sont plus élevées que celles qui sont actuellement décrites dans le modèle standard. Et donc de remonter dans le temps pour mieux décrire ce qu'on appelle l'univers primordial, l'univers dans lequel l'énergie des particules était beaucoup plus élevée que l'énergie qu'elles ont effectivement dans les collisions du LHC. Et pour avancer un peu dans ces découvertes, est-on déjà en train d'imaginer d'autres équipements pour aller plus loin dans la connaissance ou... D'abord, il y a plusieurs pistes pour la suite. On peut soit imaginer encore augmenter l'énergie des particules du LHC en changeant les aimants et en permettant à ce que des champs magnétiques encore plus intenses permettent d'accélérer des particules d'énergie encore plus élevées. Mais on regarderait un collisionneur circulaire comme est actuellement le LHC avec des protons à l'intérieur. Mais il y a d'autres idées qui consistent à prendre deux accélérateurs linéaires en tête bêche comme ça, avec un faisceau qui va dans ce sens, un faisceau qui va dans l'autre sens, des électrons dans l'un, des positrons, l'antiparticule de l'électron dans l'autre, et de faire des collisions à très haute énergie qui permettraient de faire des mesures plus précises que celles qu'on peut faire avec le LHC. Les machines à protons comme le LHC sont des machines qui explorent des nouveaux territoires, des nouveaux domaines d'énergie. Donc on peut découvrir de nouvelles particules, mais ce ne sont pas des machines très adaptées pour les mesurer très finement. On fait de l'exploration, on ne fait pas de la métrologie. Mais avec des collisionneurs linéaires, on pourrait faire presque une usine à boson de Higgs, c'est-à-dire en produire des très, très grandes quantités, observer toute leur façon de se désintégrer en d'autres particules, et faire une métrologie extrêmement précise qui permettra de le caractériser complètement. Et ces futurs collisionneurs, ce seraient encore des équipements oui, encore plus gigantesques. cher que le LHC, avec un planning qui s'étendrait en 2040, 2050, etc. Donc les physiciens sont des gens qui font des projets à très très long terme. Alors que nous sommes dans une époque qui renonce à penser le futur à long terme, on est dans une sorte de présentisme. Nous, on a gardé l'idée propre à la modernité, consistant à se projeter très très loin dans le futur avec des plannings qui ont l'air complètement absurdes, mais auxquels on essaie de se tenir. Parce que par exemple, quand on met sur un planning 2060, on se dit tiens, il y aura un accélérateur comme celui que j'ai décrit tout à l'heure au Japon, ou aux États-Unis, ou au CERN. Mais que sera la société en 2060 ? Personne n'en sait rien. Et donc on projette des projets très bien dessinés et très bien définis dans un monde dont les contours sont aujourd'hui incertains. Étienne Klein, merci. Merci à vous.